Et on va faire le bilan de cette année politique en France. Une année riche, mouvementée, mais également passionnante. Et avec nous, 3 éditorialistes de choc pour en parler. On va essayer de comprendre comment également ils ont vécu de l'intérieur ces derniers mois. On va se projeter également ensemble en 2025. Avec nous, Elisabeth Pinault, correspondante à l'Élysée-Matignon pour l'agence Reuters. Bonsoir Elisabeth. À vos côtés, Richard Verly, correspondant du média suisse Blick. Et puis également Eva Morletto, journaliste au journal italien Grazia. Merci à tous les 3, vous qui êtes des habitués de notre plateau. Je voudrais qu'on commence par une image, histoire de se mettre en bouche. Une histoire qui risque de rester dans l'histoire. Cette séquence, on va la commenter après, regardez. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je dissous ce soir l'Assemblée nationale. Elisabeth Pinault, est-ce que c'est pour vous la séquence de l'année en politique ? Oui, incontestablement, c'est une séquence importante. C'est vraiment un coup de tonnerre. Je me souviens de ce jour-là. On entendait quand même ce mot. On disait, il va quand même pas faire ça. Voilà, il n'y a pas que nous, les observateurs, qui le disions. Les ministres le disaient. On ne voyait pas tellement pourquoi. Et on ne voit toujours pas vraiment pourquoi. Le problème, c'est que ça a quand même déclenché une tempête politique, une instabilité qui perdure encore aujourd'hui, avec des gouvernements qui ne restent pas là plus de 3 mois. C'est inédit sous la Ve République. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je suis en politique depuis 25 ans. Et là, on n'a pas eu une semaine calme depuis lors. Et même un peu avant, il y avait les élections européennes. Voilà, on attend une semaine calme en France. Politiquement, elle n'est pas prête d'arriver, je pense. Eva Morletto, c'est une séquence incontournable dans une année totalement extraordinaire en France. Mais absolument. Et déjà, je ne suis pas très originale, mais l'image de l'année, pour moi, c'est la même, celle de la dissolution, qui a enclenché toute une série d'événements. Et c'est surtout déjà cet événement. Moi, je l'ai vécu, j'étais au siège de Marine Le Pen, donc c'était pendant les européennes. Il y a eu cette coup de tonnerre, comme a dit Elisabeth. Et là, en fait, on a vu que ceux qui soutiennent RN avaient exulté, comme si Macron était tombé dans un piège, finalement. Le piège que ces détracteurs définissaient comme un caprice d'un président trop égocentrique, donc malade de son ego. Et par contre, les autres qui le soutenaient définissaient comme une fine stratégie en disant, aux législatives, le fait... ça sera le barrage républicain qui, encore une fois, fera son apparition. Et donc, on aura peut-être une assemblée qui se recentrera vers les partis centristes. Paris, malheureusement, pas abouti. Paris perdu. Et on se retrouve avec une assemblée qui est paralysée en 3 tronçons. On se retrouve surtout avec des partis d'opposition qui réchignent à travailler avec un exécutif qui est effectivement affaibli. Et on voit aujourd'hui les conséquences. Une situation effectivement très complexe. Ouais. Richard Verly, on ne l'a pas vu venir, cette dissolution. De l'intérieur, comment, en tant que journaliste politique, comme éditorialiste, on vit ce genre de séquence? Mais moi, je sortais de ce plateau, j'ai vérifié. J'étais venu pour un grand angle politique, donc il était 18h45, 19h. Et lorsque je suis rentré pour prendre connaissance des nouvelles, bien évidemment, tout de suite, les SMS ont commencé à tomber pour dire le mot dissolution flotte dans l'air. Moi, ce qui m'a frappé surtout, c'est le côté... Il est vexé, Emmanuel Macron. Il est profondément vexé. Il vient de perdre les Européennes. L'Europe, c'est son précaré. C'est là-dessus qu'il a énormément investi. C'est là-dessus que réside une partie de sa crédibilité depuis son élection de 2017. Et qu'est-ce qui se passe? Le succès du Rassemblement national et surtout la liste de Raphaël Glucksmann qui fait jeu égal et qui passe légèrement devant, si ma mémoire est bonne, la liste de son propre parti dirigé par Mme Hayet. Et il est vexé, il ne comprend pas ce qui arrive et donc il redonne, en quelque sorte, il dit « je donne la parole aux Français ». C'est vrai, c'est un acte démocratique, mais en fait il leur renvoie la balle en réalité. Il renvoie la balle un peu à l'expéditeur. Le problème c'est qu'ensuite on voit les rebonds qu'elle a fait. Elisabeth Pinault, comment vous l'avez vécu donc cette année? Est-ce que vous avez réussi à avoir des infos facilement ces derniers mois? Est-ce que les politiques se sont livrés davantage? Ou est-ce que ça a été une année mouvementée, même pour vous en tant que journaliste politique?
C'est du jamais vu dans ma carrière politique et sans doute depuis le début de la Ve République. Hein. Donc, alors en termes de communication, alors là on parle à tout le monde, enfin on parlait déjà à tout le monde, mais avant, bon, l'exécutif c'était mieux rangé, on parlait à l'exécutif, à l'Élysée, à Matignon. Maintenant, l'information c'est à l'Assemblée, les choses se passent à l'Assemblée. Ce qui est très intéressant, très démocratique d'ailleurs. Les choses se passent là-bas. Il y a voilà, évidemment, le succès du Rassemblement national a fait qu'on leur parle davantage, bien entendu, puisque c'est le premier groupe à l'Assemblée. On parle également à la gauche, mélenchoniste ou non, pour savoir quelle va être la stratégie, qu'est-ce qu'ils pensent faire, évidemment, avec tous la formation des différents gouvernements, est-ce qu'il peut se passer, les différents ministres qu'on connaît souvent depuis longtemps. Hein. Moi, j'ai le téléphone portable de la plupart du gouvernement, parce que ce sont des membres du gouvernement, parce qu'ils sont là en politique depuis longtemps. Le répertoire, il doit se renouveler beaucoup en ce moment. Exactement, mais en même temps, voilà, des gens comme Manuel Valls, François Rebsamen, Elisabeth Borne, on les a suivis, on les connaît. Ça permet aussi d'analyser les choses. Hein. Et puis en même temps, il y a aussi des nouveaux venus, mais qui sont un petit peu brinque-ballés. Enfin, d'une manière générale, c'est une vaste machine à laver. Comme d'ailleurs à l'Élysée et à Matignon, on voit bien, on les sent bousculés comme jamais, avec en plus des troupes qui sont fragilisées. Le président est fragilisé. Ce n'est pas Emmanuel Macron et les troupes du début de son premier quinquennat, évidemment. Il a de moins en moins de monde, avec des gens qui hésitent, qui changent de camp. Voilà, c'est vraiment l'atmosphère a beaucoup changé. Elisabeth Pinault, vous me tendiez la perche pour parler donc de ce nouvel gouvernement. Ce nouvel gouvernement, on l'a connu lundi, le gouvernement de François Bayrou. Eva Morletto, quelques mots sur ce nouveau gouvernement, des entrants, des sortants, des nouveaux noms. Il est surprenant ? Assez surprenant. Alors moi, je suis peut-être la plus étrangère des trois, donc je le vois de l'extérieur et ça me surprend de dire autant de temps pour accoucher finalement un gouvernement qui rassemble beaucoup à celui de Barnier, avec des nouvelles entrées qui laissent surpris. On a ressuscité du cercueil politique Manuel Valls, on lui a confié un ministre d'Outre-mer dans une situation qui n'est pas du tout anodine, c'est-à-dire on a le dossier Mayotte qui est très chaud parce qu'on verra l'année prochaine le budget qui sera consacré à la reconstruction qui sera énorme. Au-delà, on a de l'autre côté la Nouvelle-Calédonie où là aussi, je rappelle les émeutes, 14 morts, dont 2 gendarmes et beaucoup d'ingérences étrangères aussi dans la gestion de cette crise. Et finalement, beaucoup de travail pour lui. Est-ce qu'il sera capable? Est-ce qu'il n'en sera pas capable? Et puis d'autres personnages dans ce gouvernement qui laissent assez surpris. Alors on a par exemple Wauquiez qui est arrivé pour ranger un peu la droite après la trahison d'Éric Ciotti et qui finalement n'a pas voulu rentrer au gouvernement. On a quand même des personnages qui laissent un peu douteux sur quel est le but. Pourquoi avoir mis... On a l'impression d'un gouvernement qui marche sur les œufs, qui ne fait que ménager un peu les causes. Par exemple, on a Éric Lombard qui a dit qu'on aura une légère hausse des impôts. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On a quand même une crise budgétaire très importante. Le fait de dire avoir juste une légère hausse des impôts, ça ne veut rien dire. Ça ne trace pas une vision pour un nouvel budget. Ça laisse tout à fait dans le doute. Et on a l'impression que finalement, on est dans un ménagement, dans l'intention de ne pas vexer personne, mais pas dans une vision et pas dans une démarche. Et on verra ce que ça donne effectivement pour les prochains mois, Eva. Richard Verly, face à ce nouveau gouvernement, on le rappelle, 4 en 2024 des premiers ministres. Face à tous ces gouvernements qui se sont succédés, j'imagine qu'il y a des opposants qui doivent exulter depuis quelques semaines. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Bon, d'abord, il y a un constat simple, c'est que Marine Le Pen, cette année, en 2024, a fait un sans faute. Ça ne veut pas dire que sa décision de faire tomber le gouvernement Barnier ne va pas avoir des répercussions négatives dans le futur. Mais pour l'instant, elle a fait un sans faute, puisque je le rappelle, même si c'est elle qui a appuyé sur le bouton en faisant tomber le gouvernement Barnier, en décidant de joindre les voix du Rassemblement national à la gauche, si vous descendez dans la rue, encore aujourd'hui, vous dites qui est le responsable de la crise politique, les gens vous répondent Emmanuel Macron. Donc elle n'est pas perçue comme celle qui a déclenché l'instabilité. Ça, c'est Emmanuel Macron. Après, moi, Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit, et ce qui est très clair, c'est que les deux, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, veulent se retrouver dans une présidentielle face à face et continuent de miser contre toute évidence macroniste et contre toute évidence dans la bouche du président sur sa démission anticipée. Mais ça peut arriver, ça, à votre avis? Alors, non, si vous écoutez Emmanuel Macron, non. Lui, il a balayé ça de la main. Il l'a dit, il l'a répété, les 30 mois, c'est gravé dans le marbre, sauf que, 3 points de suspension. Imaginez une nouvelle dissolution l'année prochaine, imaginez que cette dissolution conduise à nouveau à une défaite, voire peut-être à une défaite encore plus cinglante
du camp politique centriste d'Emmanuel Macron. Dans ce cas, très franchement, je ne vois pas comment il pourrait rester à l'Élysée. Elisabeth Pinault, quels sont les bruits de couloir à l'Élysée, à Matignon, concernant une éventuelle démission d'Emmanuel Macron? Bon, la démission, c'est non. Ça, c'est le leitmotiv du côté de l'exécutif pour l'instant. Mais comme Richard l'a bien expliqué, évidemment, les circonstances peuvent évidemment faire changer les choses. Et c'est aussi de bonne guerre que les extrêmes en fassent des tonnes, vu la situation, contre un président affaibli pour essayer de faire basculer sa statue. Voilà, on en est là. Les deux extrêmes poussent un maximum pour le faire tomber. C'est leur rôle d'extrême de vouloir le faire tomber, et c'est son rôle d'être le pôle de stabilité dans la situation actuelle qui est particulièrement instable. Mais en effet, c'est tout de même un président affaibli, donc il va falloir quand même conduire ce quinquennat, si possible, jusqu'à son terme, et ce ne sera pas chose facile. Eva Maorletto, à votre avis, Emmanuel Macron, quelle va être sa feuille de route là, pour les mois à venir? Alors, je ne sais pas s'il va tomber, mais s'il va tomber, ça sera une très mauvaise nouvelle, non seulement pour la France, mais aussi pour l'Europe. Parce que Macron représentait quand même, c'était le président qui croyait le plus dans le projet européen. Et du coup, je pense que ça sera une très mauvaise nouvelle. Le problème, c'est qu'il a été très bon jusqu'à un certain moment sur la politique étrangère. Et là, on voit que même là, on commence à avoir des chutes. On a vu, par exemple, qu'il a su faire un très bon accord avec le Maroc. On a quand même emporté des milliards de contrats, etc. Mais ça, au prix des relations avec l'Algérie. Donc, ça avoir fait des vases communicants, ça a été un bon succès d'un côté et a été pénible de l'autre. On voit les désengagements de l'armée militaire française en Afrique, que ce soit le Tchad, que ce soit le Mali, les mauvais exploits de l'opération Barkhane. On n'a pas réussi à éradiquer le terrorisme en Afrique, que ce soit sur Boko Haram ou à l'AQMI. Donc, il y a eu tous ces insuccès qui peuvent, en fait, influencer le fait que ça soit perdre encore son image davantage aussi sur les plans internationaux. Donc, mauvaise nouvelle pour l'Europe et sûrement. Une réaction, Richard Verly ou on vous répondra qu'il y a quand même eu l'accord de paix, pas l'accord, le cessez-le-feu au Liban tout de même, qu'il y a eu la cathédrale Notre-Dame de Paris, il a réussi à être le premier dirigeant européen à recevoir Donald Trump. Voilà, ils vous répondront qu'il n'est pas encore mort sur la scène internationale. Au contraire, même, il continue en dirigeant expérimenté, parce que il est le seul grand dirigeant avec Xi Jinping à avoir déjà dirigé avec Donald Trump. Richard Verly, l'Afrique, ça va être un dossier à voir en 2025 pour Emmanuel Macron? Oui, l'Afrique, c'est devenu un piège qui s'est refermé sur Emmanuel Macron. Vous savez, moi j'avais choisi cette image du retrait de la base de Faya-Largeau au Tchad qui a été rétrocédée par l'armée française à l'armée tchadienne, parce que Faya-Largeau, ça fait partie, je dirais, de la mythologie des opérations françaises en Afrique. À l'époque du président Mitterrand, c'est l'intervention à Faya-Largeau, l'intervention déjà au Tchad, et vous voyez qu'on est presque un demi-siècle plus tard, et aujourd'hui, la France s'en va. Donc je pense que ça va être très difficile pour Emmanuel Macron. N'oublions pas qu'il y a le Sénégal, où il y a un nouveau président qui n'est pas hostile à la France, mais qui en tout cas prend très nettement ses distances. Je ne vois plus où, alors il y a le Maroc, mais je ne vois plus où sont les points d'appui d'une influence française en Afrique aujourd'hui. Il y a des bonnes relations, notamment culturelles, avec le Bénin, mais tout ça, ça ne fait pas une politique. Il y a la Côte d'Ivoire, mais c'est compliqué. Bref, tout ce précaré français, qui était quand même indispensable à la crédibilité française dans le monde, eh bien on peut dire qu'il n'existe plus. La France-Afrique, elle est morte aujourd'hui, ou en tout cas c'est l'impression qu'elle donne. Elisabeth, Eva, Richard, il nous reste 4 minutes, le temps file à chaque fois avec vous. Alors on va essayer d'aller un petit peu rapidement sur une question que je voulais vous poser. Elisabeth Pinault, selon vous, le gagnant ou la gagnante de cette année 2024 sur la scène politique française, selon vous? En un mot. Difficile à dire. Peut-être Marine Le Pen, parce que, comme vous dites, elle a surnagé. Mais bon, il y a quand même la limite du jugement qui viendra le 31 mars, voilà, sur les assistants parlementaires. Donc c'est peut-être une bonne copie, mais ou un élan qui pourrait être coupé le 31 mars. Richard Verly. Alors moi, j'ai déjà dit que Marine Le Pen avait presque fait un sans faute. Je dirais que le gagnant, là, dans la dernière partie de l'année, c'est François Bayrou.
Il est lui, enfin Premier il ministre. revient. Il rêvait de ce poste. Il rêve toujours, ne l'oublions pas, de la présidentielle. Donc oui, c'est le gagnant in extremis. C'était un sprint et il est arrivé en tête. Mais que va-t-il se passer l'an prochain? C'est une autre histoire. Eva? Alors, pour moi, le gagnant, c'est Manuel Valls, parce que ça faisait tellement longtemps qu'il voulait rentrer en politique et qu'il a réussi. Mais par contre, je voudrais parler d'un grand perdant, que c'est Raphaël Glucksmann, qui avait quand même su représenter cette gauche qui ne se reconnaît plus dans LFI. Il avait su donc monter doucement mais sûrement, et qui a complètement été balayé, effacé par l'organisation, les négociations pour organiser le NFP. Et c'est un dommage. Eva, je rebondis rapidement. Sur le NFP, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'à votre avis, cette union de la gauche, elle va perdurer en 2025 ou elle risque de péricliter? Alors, ça dépend, dans le sens que ça dépend beaucoup de la figure de Mélenchon, s'il veut toujours s'imposer. Parce qu'en effet, par exemple, cette année, un des grands événements que j'ai suivis, c'est les manifs pour la Palestine, qui c'est un événement très, très clivant et qu'il a voulu forcément faire rentrer au sein de la politique interne française. Et je ne pense pas que ce soit un bon choix, qui d'ailleurs, ça se retourne contre lui. On voit maintenant toute la polémique autour de Rima Hassan, qui était peut-être appuyé par le régime de Syriens. Et on voit que c'était un mauvais choix. Et les Français se détachent un peu de ce dossier. Du coup, ça dépend. Si lui reste une figure centrale de l'NFP, peut-être ce n'est pas une très bonne nouvelle. Et si, par contre, Olivier Faure et le Parti socialiste arrivent à avoir un peu plus de personnalité, ça pourrait peut-être être gagnant. Elisabeth Pinault, en un mot, qui pourrait justement tirer son épingle du jeu à gauche là? Alors, à gauche, je pense qu'on est quand même au bord de l'explosion de cet accord de gauche. Je pense que là, les anti-mélenchonistes, vraiment, là, c'est la seule chose qui s'est passée juste après la chute du gouvernement Barnier. C'est que c'est la gauche non mélenchoniste qui a dit on veut bien s'entendre pour le prochain gouvernement. Ça n'est pas arrivé, mais en tout cas, ils ont fait preuve d'indépendance. Et je pense que Raphaël Glucksmann n'a pas dit son dernier mot. Il y a des équipes qui travaillent en coulisses et il y a, je pense, une émergence des sociodémocrates avec François Hollande, mais aussi plein de nouvelles têtes qui veulent s'émanciper de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est certain. Allez, pour terminer, il nous reste une grosse minute. Richard Verly, quelle va être l'échéance à attendre selon vous en 2025 quand on s'intéresse à la politique française? Est-ce qu'il y a des rendez-vous à ne pas manquer dans les mois à venir? Oui, il y en a un, c'est le 31 mars, le jugement dans le procès de Marine Le Pen, qui, je le rappelle, est accusée de détournement de fonds publics via l'utilisation d'assistants parlementaires du Parlement européen. Je crois que si le réquisitoire est suivi par les magistrats, le réquisitoire, c'est inéligibilité assortie d'une exécution immédiate. Ça voudrait dire qu'elle perdrait immédiatement l'exercice de son mandat et qu'elle perdrait la possibilité de se présenter à la présidentielle de 2007. Ce serait une énorme déflagration, pas seulement pour l'ensemble de la classe politique, mais au sein de son parti, parce qu'évidemment, Jordan Bardella prendrait tout de suite le dessus. Je crois que cette date-là, elle est dans le viseur d'à peu près tout le monde. Pas d'élection en 2025, on le rappelle, en France, on est d'accord. Sauf si, bien entendu, surprise, bien entendu. Et la préparation des municipales en 2026, ça va arriver très vite. Exactement, il va préparer effectivement ce scrutin 2026, exactement, Elisabeth Pinault. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. C'est toujours passionnant de vous avoir les dimanches sur le plateau de 64 minutes. Merci beaucoup Eva Morletto, merci Richard Verly et merci Elisabeth Pinault. Et si je l'ai bien compris, reposez-vous bien après cette année très compliquée en tout cas et où vous n'avez pas beaucoup dormi. Merci à tous les trois.